Voilà, alors, donc reprendre le deuxième exposé de l'après-midi avec Nicolas Borderès, qui est médecin, praticien hospitalier, qui a donc une vraie activité de psychiatre hospitalier, et qui en même temps fait un mémoire de Master 2 avec Dominique Pradel, donc le patron de la philosophie et de la phénoménologie à l'école normale sup. Et tout cela en s'inspirant sur le thème du nous transcendantal, en s'inspirant des travaux à la fois de la 5e méditation cartésienne et des travaux de Marc Richir en phénoménologie. Donc il prend une part de son temps dans la rédaction de ce mémoire de Master 2 en vue de préparer ultérieurement une thèse sur le même sujet. C'est à la fois donc un des connaisseurs de la psychiatrie phénoménologique et de la psychiatrie et de la phénoménologie philosophique. Nous allons écouter une étude de cas. Ce n'est pas un cas de psychose, c'est un cas de psychopathologie phénoménologique du traumatisme. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré et heureux de présenter quelque chose devant vous aujourd'hui. Alors dans ce cas, il sera question de relations thérapeutiques, d'authenticité et évidemment du traumatisme et de la phénoménologie du traumatisme. Alors je vais vous parler de Franck. Il s'agit d'un patient d'environ 40 ans, grand, imposant, s'exprimant aisément dans un langage soigné. Il vit seul depuis longtemps, il n'a pas d'enfant. Il a travaillé dans des entreprises privées de commerce, il est actuellement au chômage. C'est la première fois qu'il vient dans un CMP. Il n'a aucun antécédent notable, il n'a jamais pris de traitement. Et puis il se sent déprimé avec un sentiment d'asthénie chronique, de perte d'élan vital, d'apragmatisme, d'anxiété envahissante. Il est très demandeur de soins. Initialement, il est un peu sur la réserve, il est méfiant, il pèse ses mots, il emploie ses mots en restant très attentif à la façon dont ils sont reçus. Il a un frère cadet qui a 3 ans de moins que lui. Ils vivent ensemble par intermittence et les relations sont extrêmement conflictuelles et discontinues. Franck est coupé de ses parents, il décrit son père comme étant dépressif et addict à l'alcool et dit qu'il ne veut plus du tout entendre parler de sa mère. Il rapporte une enfance relativement heureuse jusqu'à l'âge de 10 ans, âge à partir duquel il fait remonter son histoire traumatique. À cette époque, ses parents se disputent de plus en plus souvent. Ils se séparent à la suite de plusieurs mois de conflits intenses et sa mère quitte le domicile. La famille est coupée en deux. Son frère part avec sa mère et lui reste avec son père. Le clivage est ainsi amorcé et quasi total. Franck adopte la perspective de son père qui rapporte de la part de sa mère un profond mépris envers lui. Franck transposera ce mépris à sa propre relation avec sa mère. Il est alors convaincu que sa mère est partie et qu'elle l'a abandonné, lui et son père. Elle deviendra très vite le mauvais objet qui, en un sens, tient ensemble la dualité père-fils qui fera du ressentiment du père le ressentiment du fils. Après quelques séances d'entretien, le patient livrera pour la première fois une information capitale qui rendra possible la compréhension et, en un sens, le soulagement du traumatisme. Alors que son frère vit avec sa mère, et lui avec son père, le sentiment d'abandon et le clivage familial étaient si violents et insupportables que Franck développa une jalousie morbide et envahissante vis-à-vis de son frère. Il décrit une véritable haine, une véritable volonté de nuire débordante, un besoin de destructivité pulsionnelle qu'il rattache à la profonde injustice de l'éclatement familial et du privilège qu'avait son frère de vivre avec sa mère. Cette colère débordante s'est soldée par un violent passage à l'acte. Il agressa son frère en lui faisant subir des violences sexuelles. Il y eut les séances suivantes un apaisement significatif et un soulagement pour Franck d'avoir pu livrer cette information, d'avoir pu enfin dire à quelqu'un ce qui avait eu lieu, ce qui était advenu, et parler en un sens de ce qui advenait toujours. Il présenta son acte d'emblée comme inqualifiable, ne pouvant se le pardonner, et éprouvait un intense sentiment de culpabilité. Le paradoxe de cette culpabilité était qu'elle était apaisante dans la mesure où le patient reprenait l'intégralité de ce qui avait eu lieu pour à la fois l'assumer et le condamner, c'est-à-dire qu'il prenait une position certainement rassurante pour lui, de coupable repentant.
D'un autre côté, cette culpabilité était marquée par un imaginaire et un espace fictif morbide, coûteux en énergie, chronophage et dépressogène. Il se faisait en effet le reproche non seulement de l'acte, mais de toutes les conséquences réelles et potentielles de son acte, sans véritablement tenir compte de l'effectivité et de la contingence de la relation avec son frère, ainsi transformée par l'événement lui-même. Cette culpabilité-là, celle qui est démesurée, tient dans la difficulté pour Franck de s'en tenir à la relation et rien qu'à la relation, de saisir ce qu'elle prescrit dans son historialité. En ce sens, la culpabilité est démesurée lorsqu'elle outrepasse l'événement lui-même et lorsqu'elle pousse le patient à rectifier l'inrectifiable, à tenter de se faire pardonner l'impardonnable, à normaliser l'impossible à accepter. Les relations depuis entre les deux frères n'ont cessé d'être très instables, tantôt fraternelles, tantôt violentes, avec de lourdes conséquences psychologiques à chaque rupture. L'un étant débordé d'angoisse et de culpabilité, l'autre ayant, d'après Franck, de graves problèmes d'addiction et de dépression, en plus de s'être marginalisé progressivement et de vivre dans la rue. Franck, une fois adulte, a investi une position de grand frère protecteur et avait une obsession en tête, celle d'aider son frère le plus possible. Derrière l'ambition de sauver son frère se tenait l'idée de normaliser les liens avec lui. Ainsi, ils essayèrent, surtout sous l'impulsion de Franck, de cohabiter ensemble. Cependant, la nature de la relation ne cessait de reprendre sa forme habituelle et s'ensuivait des violences physiques, des insultes, et au final, le frère de Franck retournait régulièrement dans la rue. Alors, à travers cet exemple et illustration clinique, je voudrais revenir sur le caractère paradoxal de la volonté de pardon et de la demande de pardon de Franck. L'événement traumatique le plus destructeur, c'est-à-dire l'agression d'ordre sexuel, est présenté d'emblée par Franck sous le signe de la culpabilité, du remords, de la faute incontestable et de la honte. Par cette présentation se pose également, eo ipso, la question du pardon que le patient évoque spontanément comme un but à atteindre. Son idée, c'est précisément là, et c'est précisément là que commence son fourvoiement, est de normaliser, entre guillemets, la relation entre lui et son frère. De pouvoir vivre avec son frère en tant que frère, dans une relation fraternelle intacte, idéale, qui ressemble quelque part à celle qui s'était naturellement mise en place et qui avait naturellement sédimenté dans un mouvement existentiel vivant jusqu'à l'âge de ses 10 ans. Autrement dit, l'idée de pardon chez ce patient, posée comme exemptée de tout paradoxe, était de recréer une fraternité avec la naturalité qui a été celle de la fraternité passée, c'est-à-dire faire advenir ce qui se fait naturellement et ce qui ne se décide pas. Ni lui ni son frère, en effet, n'ont décidé d'être frères et d'avoir une relation fraternelle. Cette relation s'est mise en place par un long processus de sédimentation vitale où chacun était reconnu comme existant pour sûr, aussi sûr que leur existence propre, et l'internalisation progressive et charnelle de la nature fraternelle de leur relation a rendu possible leur coexistence factitielle dans une famille relativement fonctionnelle jusqu'à la séparation parentale. L'idée de pardon, coupée de toute forme de paradoxe, semble être une tentative peu fructueuse d'effacer ce qui a eu lieu, d'oublier et de demander l'oubli de l'inoubliable, de conjurer les ruminations anxieuses par les ruminations anxieuses, de faire que ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu, et que ce qui advient toujours n'advient pas. C'est l'historialité de l'événement traumatique que Franck essaie de contourner. En un sens, l'idée spontanée, la demande de Franck initiale est de se faire pardonner, de se pardonner, d'oublier, d'être aidé à ne plus y penser, de normaliser sa relation avec son frère, d'avoir des conseils pratiques pour retrouver la relation naturelle et fraternelle qu'il a a priori perdue. Chaque tentative de rapprochement des deux frères se solde par des violences. Franck n'en peut plus, il ne cesse de retourner le problème dans tous les sens, à la recherche d'un déclic. Retrouver une relation normale avec son frère signifierait alors effacer ce qui s'est produit et faire comme si de rien n'était, supprimer la culpabilité apaisante qui reconnaîtrait dans une repentance adaptée l'événement. C'est aussi laisser libre cours à une imagination morbide d'emblée inadéquate de la vie relationnelle avec son frère, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Cet imaginaire est en effet morbide, car il suscite une culpabilité bien plus inadéquate que celle de la véritable repentance, celle d'être responsable de l'échec de la vie fictive, imaginée, d'une relation normale avec son frère, imaginée voire hallucinée, sans rupture, sans encombre, et n'ayant rien perdu de sa naturalité fraternelle. Il y a donc une culpabilité adéquate, celle sur laquelle il est possible de s'appuyer cliniquement, celle qui soulage,
et une culpabilité débordante et inadéquate qui procède du ressentiment lié à la vie fictive qui est vivement projetée, qui désobéit à ce qui est advenu et à ce qui advient toujours, c'est-à-dire à ce que prescrit la relation elle-même. La relation est ici pensée comme un vivant, un soi intersubjectif, c'est-à-dire, comme Richir le dit, une interfacticité. Ainsi, sentir et reconnaître ce que prescrit la relation serait en un sens sentir l'ipséité de la relation. Cette identité propre à la relation, l'interfacticité, qui vit et qui est aussi vulnérable, c'est-à-dire capable de mourir, que le Dasein lui-même. Penser l'ipséité de la relation est aussi penser le réalisme de la relation, qui existe bel et bien, tout aussi certainement que le je et le tu existent aussi. Ainsi, la culpabilité inadéquate de Franck est celle qui procède de l'éloignement toujours forcé de ce que prescrit la relation elle-même, aux deux frères, une prescription qui a une tonalité tragique que Franck cherche à contourner. L'attitude spontanée de Franck est quelque part toujours celle de l'agresseur, initialement car il cachait en un sens l'événement et a rapporté son histoire de vie en contournant l'acte traumatique lui-même, et également car il souhaite normaliser la relation et pouvoir évacuer une souffrance partagée avec son frère en faisant comme si de rien n'était, comme pour rétablir la continuité historique du lien fraternel et oublier, c'est-à-dire nier ce qui est advenu. Il y a là, se manifestant de manière latente et inconsciente, encore la volonté d'étouffer, d'effacer, de taire, d'oublier à jamais, de faire que rien n'a eu lieu et qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire toujours l'expression de la honte et de la volonté de cacher ce qui s'est passé et de nier ce qui est advenu. Nous reconnaissons là aisément les possibles ajustements stratégiques et défensifs des agresseurs, qu'ils soient condamnés ou pas. Un agresseur dirait « il ne s'est rien passé », dirait un véritable psychopathe, quand bien même il aurait été pris sur le fait. Ceci n'a pas grand-chose à voir avec l'oubli compris comme l'élément central de temporalisation du phénomène dans sa phénoménalisation. Celui qui rend possible le passé transcendantal, l'immémoriel, ce dont on ne peut se souvenir et qu'on ne choisit pas d'oublier. L'oubli ne se commande pas, il ne s'impose pas, il ne se force pas. Dès lors qu'il faut forcer pour l'exécuter, alors la possibilité même de l'oubli disparaît. Vouloir effacer ce qui s'est passé, la facticité de la vie du Dasein qui continue d'advenir, c'est au fond la confession implicite que cet oubli ne peut pas se faire. Que l'événement que l'on souhaite effacer s'efforce d'exister avec toute la force de l'urdoxa, la foi primordiale husserlienne, dans ce qui est vécu authentiquement et de ce qui a effectivement eu lieu. Il y a donc matière à penser dans les positions existentielles de Franck, qui sont initialement, au début de sa prise en charge, toujours implicitement celles d'un agresseur qui cherche à effacer ce qui est advenu. Le piège, pour le thérapeute, serait là de se fourvoyer avec le patient et de croire, avec le patient, et par une sorte de pensée magique, qu'il faut viser le pardon, l'oubli, pour soulager et libérer le patient de ses ruminations, de cet événement qui ne cesse d'être là et qui prend toute la place. C'est alors valider implicitement une position existentielle pathologique d'agresseur qui reste suspendue à l'idée qu'il faut masquer et effacer l'événement lui-même, la honte écrasant la possible culpabilité adéquate qui, lorsqu'elle a commencé à émerger chez Franck, a provoqué un réel soulagement. Ainsi, le piège pour le thérapeute serait de souscrire à une sorte de psychologie eidétique, pour reprendre un peu la terminologie de Marc Richir, celle qui consisterait à couper le moi de sa facticité, c'est-à-dire un moi pur, et de faire varier ce moi pur pour voir comment il pourrait en être autrement, c'est-à-dire comment la facticité pourrait en être autrement. Ce qui reviendrait au fond à nier le réalisme et la réalité de la relation, pensée comme être vivant et ipséité. Le thérapeute pourrait tenter d'accompagner le patient dans sa volonté d'oublier, sans poser les paradoxes de cet oubli et du pardon visé. C'est-à-dire, on pourrait dire, n'y pensez plus, c'est du passé, vivez autre chose, dépassez tout cela, mettez tout cela de côté. Autant d'injonctions qui témoignent d'un aveuglement de la position existentielle persistante de l'agresseur, qu'incarne toujours Franck et qui se fourvoie avec la parole de Franck. Pire encore serait de dire à Franck ce que nous aurions fait à sa place. Non seulement dans ce cas nous sommes aveugles aux positions existentielles qu'il occupe, mais alors nous souscrivons toujours aussi aveuglément à une psychologie eidétique qui consiste à faire varier un moi pur, indépendant de sa facticité, pour le faire correspondre à un idéal moral absolument éloigné là aussi de ce que prescrit la relation elle-même. Marc Richir insiste beaucoup sur l'idée que la psychologie eidétique inspirée par Freud est impossible, car elle ne fait pas vraiment de distinction entre ce qui est possible et ce qui est réel.
Il est impossible, dans notre cas, de penser un moi pur par la réduction phénoménologique qui ne serait pas intrinsèquement relié à sa facticité, et en l'occurrence à son interfacticité, la relation fraternelle qui prend tant de place dans le rapport au monde du patient elle prend tellement de place dans le rapport au monde du patient qu'elle se superposerait presque au Dasein, c'est-à-dire à l'existence tout entière. Si la psychologie éidétique est impossible, alors une psychothérapie à base d'une psychologie éidétique est évidemment aussi impossible, parce que ça donnerait lieu, nous l'avons vu, à un fourvoiement à deux avec le patient. Alors, je vais aborder maintenant ce que nous permet peut-être de penser un petit peu Hegel à travers le concept de l'âme sentante, qui est une figure spirituelle, l'âme sentante qui retient tout, c'est-à-dire en corrélation avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'oubli. Donc j'évoque rapidement ce que peut être l'intériorité et les abîmes de l'intériorité pour Hegel, que je relierai à Biesbanger. Donc Hegel considère que l'âme sentante, c'est, comme je le disais, une des premières figures spirituelles de l'intériorité, n'oublie rien, c'est-à-dire retient tout ce qui a été vécu, ce dont on ne peut décider d'effacer. Elle intériorise la totalité de l'expérience vécue et constitue une première figure spirituelle de l'intériorité, l'intériorisation étant la transformation de la nature en vécu de chair. L'âme sentante donne sa première forme existentielle et spirituelle à ce qui a eu lieu. L'élévation spirituelle rendue possible par l'esprit, qui chez Hegel est l'autre nom de Dieu, c'est-à-dire l'événementialité de la vie intérieure, n'est possible qu'à partir de ce qui est advenu pour l'âme sentante. L'élévation se fait par la reprise de l'intériorité de l'âme sentante et de l'effectivité, c'est-à-dire de son autre, pour s'élever dans l'un. C'est dans un mouvement d'élévation que s'effectue le cheminement existentiel du Dasein, qui ne cesse jamais d'être un autre dans l'élévation. Il y a dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel une description de la maladie qui est entendue comme une chute, c'est-à-dire l'effondrement spirituel, cet effondrement que craint la belle âme qui s'enferme en elle-même en évitant de se laisser transformer par l'événement, repoussant l'effectivité qui est en un sens, pour la belle âme, le mal. Cette chute rappelle la chute existentielle possible de Biesbanger, qui, à travers l'expression commune tombée des nues, à travers l'analyse existentielle de cette expression, retient qu'il s'agit d'une chute réelle, plus réelle que physique. C'est réellement que le Dasein chute, que la figure spirituelle en elle-même chute dans différents abîmes possibles de la pensée. Dans le cas qui nous intéresse, nous avons identifié deux abîmes existentiels dans lesquels Franck a déjà et pourrait de nouveau chuter. Nous en avons développé un qui aurait pu être une source de fourvoiement aussi pour le thérapeute, celui de nier à la façon d'un agresseur que ce qui a eu lieu a bien eu lieu. L'autre abîme, qui serait aussi un piège existentiel et une possibilité de chute, consisterait à nier l'existence d'une relation fraternelle qui a eu lieu tout aussi certainement que l'événement traumatique a eu lieu. Ainsi, Franck me dit à l'occasion de l'exploration des liens et de l'histoire de la relation avec son frère que celui-ci lui a dit à plusieurs reprises « on n'est plus frères ». Pourtant, ils acceptent toujours de se voir, de cohabiter, et ils se comportent parfois en frères, c'est-à-dire ils éprouvent véritablement un sentiment authentique de fraternité l'un pour l'autre. Cet abîme est sensiblement le même que l'autre abîme, à savoir la négation de l'acte et de l'élan fratricide. Ces deux types de chutes existentielles ont une chose en commun, la négation et l'effacement de ce qui a eu lieu. Dans cette chute, Franck est aveugle à ce que prescrit la relation telle qu'elle est en chair et en os. Il est très probable qu'il en soit de même pour son frère. Nier la fraternité qui a eu lieu est tout aussi impossible que de nier l'acte fratricide. La fraternité a bel et bien existé entre les deux frères et fait partie intégrante du vivant de la relation et de son institution, c'est-à-dire les traces transcendantales qui ont été instituées en habitus et qui ont sédimenté dans le sens d'une fraternisation. Les égaux concernés ont été en effet sculptés en vue de la fraternité, dans le déploiement de cette relation, au moins jusqu'à la séparation parentale. Cette sculpture de soi est incontournable. Franck me dit à l'occasion d'une consultation qu'il était en effet pour lui impossible de dire, comme son frère a pu le dire dans un accès de colère, qu'il ne soit plus frère du tout. Il y a dans le phénomène de cette relation la coexistence d'un élan de fraternisation transcendantale et d'un élan fratricide transcendantal. Ces élans peuvent être entendus dans le sens que Nietzsche donnait à la volonté de puissance. Ce sont deux types de volonté de puissance qui s'expriment, et ces volontés de puissance ne sont pas décidées délibérément, ni par Franck, ni par son frère, mais traversent le Dasein qui a à être et qui a à assumer la totalité de sa facticité et, en l'occurrence, de l'interfacticité.
Ainsi, l'ipséité de la relation prescrit en règle générale, par sa nature même, qui est singulière entre Franck et son frère, un lien fraternel clignotant avec l'élan fratricide, soit une relation fraternelle marquée d'emblée par l'impossibilité de son déploiement naturel. Franck, en plus de rester implicitement sur des positions existentielles d'agresseur, se donnait pour but de soigner, entre guillemets, et d'aider son frère, voire de le sauver. C'est-à-dire qu'il prenait également de l'espace entre son frère et les soins, dans une tentative de rédemption, pour le coup déplacé, comme s'il avait toujours été le frère animé de bonnes intentions qu'il aurait dû être, dans un regret quelque peu mélancolique. Je reviendrai tout à l'heure sur le lieu précis, phénoménologique de cette mélancolie. Il s'agit là encore d'un fourvoiement profond qui relève d'une inversion chronologique de l'ordre des choses. Le but des soins pour son frère est en effet de retrouver une stabilité et une authenticité pour lui-même. Je me suis perdu. Une stabilité et une authenticité pour lui-même, et dans le rapport qu'il a à son frère et au monde. En se posant ainsi comme le sauveur de son frère au début de sa prise en charge, Franck dit aussi implicitement que ce travail s'est déjà fait. La proposition de soins ne peut venir de son frère, puisqu'elle ne peut venir dans l'absolu aucunement de l'agresseur lui-même, qui plus est si l'agresseur garde inconsciemment une position existentielle d'agresseur. Son frère devait donc pour Franck, en amont de cette proposition de soins, avoir déjà intégré et validé l'idée que Franck était animé en tout point de bonnes intentions à son endroit, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas le cas, de fait. Vouloir être animé de bonnes intentions ne suffit a fortiori pas dans cette situation pour qu'il en soit ainsi. Ce vouloir suppose une prise directe sur cette relation dont la nature et le devenir semblent échapper à Franck. Il y a une surdité à ce que révèle la parole de son frère qui lui dit avec beaucoup d'agressivité « on n'est plus frère ». Comment alors encourager des soins d'une position existentielle d'agresseur qui s'ignore toujours et à partir d'un aveuglement fondamental à la réalité de la relation en chair et en os? Il faudrait que le fourvoiement soit total et que son frère fasse fi, lui aussi, de ce qui est advenu et de ce qui advient toujours. Franck conditionnait le bon déroulé de sa cohabitation à l'idée que son frère fasse des efforts pour se soigner. Plus encore, il conditionnait la cohabitation à l'efficacité des soins, au fait que son frère devait effectivement aller mieux. Ces injonctions visaient en un sens l'impossible, car posaient d'emblée les soins comme étant l'occasion d'effacer le traumatisme et comme le déclic que Franck attendait seul impatiemment. En s'entremettant entre son frère et les soins, il a pu écarter, peut-être là sans le vouloir, son frère du soin authentique. Franck est en un sens bloqué, à la façon des patients dépressifs que décrit Bieswanger dans Mélancolie et manie. Cela dit, il faut préciser le lieu exact de ce blocage existentiel et de cette dépressivité. L'autoreproche de Franck trouve son lieu dans l'expression « si je n'avais pas agressé mon frère, nous serons toujours les frères que nous étions alors », c'est-à-dire qu'il serait le frère qu'il aurait dû être. Le jeu n'est pas nécessairement essentiel en ce qui concerne l'illustration de l'autoreproche dans cet exemple-là. En effet, à la différence de ce qu'énonce Bieswanger dans Mélancolie et manie, l'autoreproche concerne plus le Dasein et sa facticité que le simple moi et l'unité de son action. Il s'agit plutôt d'un reproche fait à la facticité elle-même et à l'existence. Franck a pu également dire, dans le même registre, je cite, « Si ma mère ne nous avait pas abandonnés comme cela, nous aurions été la famille que nous aurions dû être. » Autrement dit, c'est la facticité tout entière et l'ensemble de l'histoire intérieure de vie qui sont visés dans le reproche, le reproche mélancolique, et non seulement l'action individuelle. Le reproche adressé à la vie elle-même vise le divorce des parents, l'abandon supposé de la mère, le clivage familial et la scission en deux blocs irréconciliables de la famille, avec d'un côté Franck et son père, et de l'autre son frère et sa mère. Il y a aussi un reproche implicite adressé à la dépressivité et à l'alcoolisme de son père. Il s'agit donc d'un reproche qui va bien au-delà d'un simple autoreproche, et si le reproche concerne le Dasein lui-même, alors ce reproche vise bien plus qu'un simple sujet ou qu'une simple unité vivante. C'est précisément dans l'idée envahissante et imaginaire de ce que Franck aurait dû être, dans ce qu'aurait dû être la relation entre son frère et lui, que se fixe la distorsion dont parle Bieswanger de la structure intentionnelle de l'objectivité temporelle. Ainsi, à cet endroit précis, la protension infiltre la rétention et la structure intentionnelle s'appauvrit dans une forme manquée de la présence, celle de la perte existentielle,
la seule possibilité qui est toujours déjà passée de la perte de l'idéal du frère qu'il aurait dû être. C'est dans le regret de ne pas être ce qu'il aurait dû être, dans l'écart qu'il y a entre ce qu'il aurait dû être et ce qu'il est, que le traumatisme fait sécession avec la présence et qu'il y a distorsion de la forme de la présence. Ainsi, dans cette configuration existentielle, Franck est coupé de ce qui peut effectivement advenir entre lui et son frère, c'est-à-dire la transpossibilité, ce qui ne peut être anticipé dans le devenir de la relation, qui prescrit ce qu'elle est et qui se transforme elle aussi par ce qui advient. Penser que la relation aurait dû être différente est en un sens une façon de surdéterminer la relation dans un regret permanent mélancolique qui coupe le Dasein de la relation elle-même en chair et en os, telle qu'elle se déroule, celle qui prescrit et à laquelle obéir, sachant que cette prescription se fait de manière athéologique. Nous y reviendrons peut-être dans la discussion. Il est en effet impossible d'actualiser la relation dans une telle configuration dépressive, voire mélancolique, dont le lieu se situerait dans le regret de ne pas être ce qu'il aurait dû être. Cette configuration l'écarte toujours davantage de ce qui a eu lieu, du sentir authentique de la nature de la relation avec son frère, ce sentir authentique qui comprend, nous l'avons dit, l'existence d'un sens tragique, c'est-à-dire d'une acceptation active et d'un assentiment à ce qui advient, et rien qu'à ce qui advient, l'obéissance à ce que prescrit la relation en chair et en os, telle qu'elle s'est déployée et telle qu'elle se déploie encore dans son ipséité propre. Alors, l'enjeu dans la thérapie, j'en viens maintenant à la relation thérapeutique, comment faire comment composer avec une telle histoire et comment faire pour aider Franck. Franck, son objectif finalement avec le thérapeute, c'est d'être accompagné, on parlait tout à l'heure d'accompagnement, accompagné à tenir en équilibre. Pour reprendre notre métaphore hegelienne, il doit tenir en équilibre en lui-même pour ne pas chuter dans la négation de l'acte traumatique et toute sa teneur pulsionnelle, fratricide, et la négation de la fraternisation qui a aussi bel et bien eu lieu dans son déploiement, dans son déploiement naturel jusqu'à la séparation parentale qui continue d'advenir. Franck doit donc se tenir ainsi en équilibre comme sur un fil tendu entre son âme sentante et l'élévation toujours possible de son Dasein par la clarification et l'acceptation toujours plus précise et juste de ce qui advient et de ce qui est advenu. La mesure et l'ordre sont ses contrepoids pour garder l'équilibre dans cet effort qu'il a à faire de suivre le sens tragique de son histoire relationnelle avec son frère. Ce sens tragique, celui qui part à la recherche de ce qui a eu lieu et continue d'avoir lieu, et rien que cela, permet ainsi de s'ajuster à l'ordre et à la mesure de ce que prescrit cette relation vivante en chair et en os. En vue de garder une relation thérapeutique authentique, celle qui évite le fourvoiement à deux, nous questionnons en entretien les différentes positions existentielles et ce qui est véritablement visé dans l'intentionnalité de Franck. Qu'est-il permis au fond d'espérer? Comment trouver la bonne distance entre lui et son frère? C'est-à-dire celle qui ne nie pas la relation d'existence fraternelle, en chair et en os, mais également la fracture provoquée par l'émergence de l'élan fratricide qu'il s'agit là encore de voir tel qu'il a été et tel qu'il continue d'advenir en chair et en os. Comment Franck peut-il aider son frère en pratique? Qu'est-ce qu'il outrepasse lorsqu'il veut sauver son frère? Que veut dire dans ce cas précis sauver son frère? Dans quel type de piège existentiel est-il pris? Les soins en psychiatrie visent en premier lieu le soulagement, la réduction de la souffrance, surtout celle qui est inutile. Lorsque le piège est trop conséquent pour s'en extraire complètement, alors il s'agit avec le patient de limiter les conséquences du traumatisme. C'est un peu la même chose pour la psychose. Franck, dans la relation authentiquement thérapeutique, a à tenir sur le fil mince du sens tragique de son existence, mince car les chutes sont très fréquentes et très faciles, le fourvoiement se produisant aisément à la façon d'un patient addict à l'alcool qui rechuterait dans 80% des cas après un sevrage. Il doit alors à chaque séance remonter sur son fil avec toutes les difficultés qui le déséquilibrent, à commencer par la position existentielle qu'il adopte souvent spontanément et inconsciemment, qu'il réadopte, au sens d'un aveuglement, de celle d'un agresseur. Que peut-il faire pour que son frère puisse se soigner? La réponse est probablement rien de très concret, puisque nous l'avons dit, nous l'avons vu, l'entremise entre son frère et les soins se traduit en général par un éloignement de son frère des soins. La position du grand frère sauveur serait dans ce cas inadéquate, peut-être indécente, et manquerait ainsi la réalité de ce que prescrit la relation. Peut-il cohabiter avec son frère? Est-ce là, en pratique, la bonne distance? Qu'est-ce que Franck outrepasse dans l'idée d'une cohabitation avec son frère, quand bien même il s'agirait de lui offrir un toit? Ces éléments herméneutiques que nous amenons ici et en entretien avec le patient doivent se tenir pour la plupart dans une tonalité fondamentale interrogative.
et ne pas appeler de réponse tranchante afin que la contingence de ce qui advient puisse toujours se manifester intacte, c'est-à-dire devenir ce qu'elle est. Il s'agit alors pour le thérapeute, en vue de limiter les conséquences du traumatisme, d'apaiser, de soulager, d'éviter l'épuisement rendu possible par l'écart entre ce qui a eu lieu et ce qui est éternellement regretté ou reproché à l'existence elle-même. L'enjeu thérapeutique devient celui d'accompagner le patient à entendre ce qu'il faut entendre dans son existence, ou plus exactement dans sa coexistence, de ne pas donner de conseils pratiques ou trancher à sa place sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire, car ce serait alors se substituer au devenir lui-même, et là encore se fourvoyer avec le patient et rompre avec l'authenticité du lien thérapeutique. La relation thérapeutique vise donc l'authenticité, ce qui a eu lieu, ce que recouvre le sens de l'énonciation spontanée de la problématique, et ce que sont les positions existentielles du patient qui rendent possible la configuration existentielle dans laquelle peut se retrouver piégé le Dasein. Il s'agit de viser l'authenticité en essayant, dans la mesure du possible, de comprendre le patient mieux qu'il ne se comprend lui-même, c'est-à-dire d'éclaircir le piège existentiel dans lequel il ne cesse de se fourvoyer en allant précisément chercher, comme le disait Binswanger, à l'endroit où il s'est fourvoyé. Il y eut un soulagement dans cette histoire thérapeutique lorsque Franck a énoncé pour la première fois à quelqu'un qu'il avait commis un abus sexuel sur son frère. Le soulagement a été rendu possible par le fait que Franck puisse reprendre librement la totalité de son traumatisme, c'est-à-dire non pas seulement l'atmosphère délétère de la séparation parentale, du clivage intrafamilial, du conflit de loyauté dans lequel était pris Franck, mais aussi ce qu'il a pu commettre d'irréparable et d'irrémédiable. Les soins ont véritablement commencé lorsque Franck est passé aux aveux. La demande de soins devient dès lors authentique et prend la direction d'un accompagnement de ce qu'il y a à voir dans cette histoire. Il permet aussi à Franck de reprendre ce qui s'est passé et ce dont il a honte, ce qui se manifeste au fond avec toutes les torsions possibles, car la honte fuit de toutes ses forces la vérité. Rendre au Dasein son authenticité peut ainsi consister à reprendre ce qu'il s'est passé tel que cela s'est déroulé et pouvoir prendre position. C'est par la reconnaissance de son acte, dans sa nature même, qui est en l'occurrence ici inhumaine, que Franck est le plus authentiquement lui-même, c'est-à-dire qu'il reprend la totalité de ce qui a eu lieu, et surtout ce qui a été toujours écarté et nié, pour non pas fixer et réifier et appauvrir son identité autour de ce seul acte, mais retrouver l'authenticité du Dasein lui-même et le contact avec la relation existante et vivante entre son frère et lui. L'énoncé de l'acte comme impardonnable et inexcusable est également une façon de retrouver l'authenticité du Dasein lui-même et de se réconcilier avec ce qui y a eu lieu par la condamnation de l'acte lui-même, c'est-à-dire la reconnaissance de l'impardonnabilité prescrite par la nature même du geste. C'est aussi une première amorce de questionnement de cette position existentielle d'agresseur dont nous avons parlé, qui, lorsqu'elle est ébranlée en entretien et lorsqu'elle vacille en ce qu'elle a de contradictoire avec ce qui est avoué, fait de la rencontre thérapeutique une rencontre pertinente. La voie du soulagement est prise lorsque Franck commence à retrouver l'authenticité de sa facticité, lorsqu'enfin il se réconcilie avec lui-même, au moment même où il partage la vérité de son histoire, et paradoxalement, par la condamnation morale véritable de son acte. Il reste à éclaircir et à accompagner tout ce que cette condamnation exige pour rester authentique et de repérer les lieux précis de fourvoiement existentiel qui ont lieu fréquemment dans cette configuration existentielle dans laquelle Franck est piégé. Binswanger le dit bien justement, la relation thérapeutique provoque un véritable soulagement lorsque le patient saisit que le thérapeute est en tout point animé de bonnes intentions à son égard, et je rajouterai que celui-ci s'efforce de comprendre le plus justement possible ce qui se joue dans l'existence factitielle et interfactitielle du Dasein. Ainsi, en visant en quelque sorte la vérité de ce qui véritablement a eu lieu, étant compris comme cette vérité comme un idéal kantien dont le saisissement et la compréhension tendraient vers l'infini, le thérapeute peut toucher, au sens pas seulement figuré du terme, mais peut toucher le patient à l'endroit de l'authenticité même du Dasein dans son sens précis et profond. Le patient se sent alors compris, entendu, et les efforts communs pour parvenir à l'authenticité du Dasein sont reconnus et en eux-mêmes apaisants. Ceci implique dans cette recherche d'authenticité que le patient soit lui-même la référence absolue de ce qui a eu lieu, c'est-à-dire de son vécu, et que le thérapeute ne peut outrepasser ce que dit le patient et ce qu'il avoue de lui-même. Ça rejoint un peu tout à l'heure le débat qu'on avait entre la théorie en psychologie et en psychothérapie et ce qu'on ne peut pas vraiment inventer en amont et a priori dans la relation thérapeutique et dans la thérapie.
Comme le dit Roger Muccelli dans l'introduction à la psychologie structurale, c'est au patient lui-même de valider les éléments herméneutiques que peut apporter le thérapeute qu'il ne peut formuler seul. Le thérapeute doit obtenir la validation du patient lorsqu'il touche à l'authenticité du Dasein, c'est-à-dire que chaque idée doit entrer dans un rapport de confirmation qui se fait dans la co-entente de la relation thérapeutique, mais également dans la saisie de la prescription du réel, de ce qui a eu lieu et qui a lieu effectivement, à laquelle il s'agit d'obéir absolument et qu'il est impossible de contourner. Je suis dans les temps peut-être. Donc je conclus. D'après les retours de ce patient, viser le soulagement semble corrélé à la visée de l'authenticité du Dasein. Ici, l'authenticité du Dasein est touchée par un retour et la saisie de l'historialité du traumatisme, c'est-à-dire ce qui est advenu et qui advient toujours, et surtout du retour à la relation elle-même, en chair et en os. Par la visée co-compréhensible de l'historialité de l'interfacticité, de ce qui a eu lieu et qui advient toujours dans sa déterminité et son indéterminité, l'accompagnement se fait toujours vers l'authenticité du discours, celui qui se réconcilie avec lui-même, avec sa facticité, celui qui reprend la totalité de ce qui a eu lieu pour lui-même dans sa propre intériorité, pour que l'identité prenne forme dans la condamnation pleine et entière, bien plus consistante, de l'acte impardonnable. L'aveu est une première étape et une première amorce de soins que le patient effectue initialement seul. C'est là le début de sa demande de soins véritable. Mais cet aveu et le chemin vers l'authenticité est extrêmement exigeant, parfois douloureux. Le thérapeute s'efforcera alors de saisir avec le patient toutes les implications existentielles que comporte un tel aveu et une telle demande de soins. Il ne s'agit pas là de soigner une simple singularité, un malade qui aurait en lui une maladie qu'il faudrait détruire à coups de médicaments, bien que les médicaments puissent évidemment aider à désamorcer la souffrance, mais de rendre au Dasein son authenticité, de limiter les conséquences du traumatisme qui infléchissent l'existence tout entière, c'est-à-dire subjective, intersubjective, ou plus précisément factitielle et interfactitielle. Je vous remercie.